Pour ce 5e épisode de la série Badass, j'ai décidé de déroger à ma règle. En effet, Isabelle Duvernay, directrice du marketing, de la communication et de la RSE du groupe CCF, était déjà passée au mois de juin. Vous allez me dire, mais pourquoi Laurent fait une exception ? Eh bien, c'est extrêmement simple, c'est Isabelle qui m'a fait penser à la série Badass. Dès lors, cet épisode avec Isabelle, qui n'a rien à voir avec le premier que vous avez pu entendre à la mi-juin, est centré sur sa carrière et sur son parcours. Et justement, vous allez comprendre pourquoi Isabelle m'a fait penser à cette série Badass, car en fait, elle a un parcours absolument incroyable. Et si vous avez envie d'écouter la première partie, où elle vous explique comment elle redéveloppe cette magnifique marque, eh bien, cliquez sur le lien qui sera dans la métadescription. Je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et sincèrement, cet épisode, en compagnie d'Isabelle, est une véritable masterclass. Vous allez comprendre qu'un parcours de badass s'initie dès le début. Je ne sais pas si on est badass ou si on le devient, mais une chose est certaine, ce parcours d'Isabelle, je l'espère, ressemblera au vôtre. Très très bonne écoute en compagnie d'Isabelle Duvernay, directrice de la communication, du marketing et de la RSE du groupe CCF et qui est une véritable badass. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Tu vas bosser aux États-Unis pendant 3 ans, après 3 années de Danone, où tu es chef de produit junior, ou en tout cas chef de produit. Oui, exactement, chef de produit junior. Voilà, alors sachez-le, 3 années chez Danone, côté produits laitiers. Si je vous dis Danette, Fjord et Jockey, vous savez toutes et tous ce que c'est. Vous en mangez encore, on se lève tous toujours pour la Danette. Hein, donc vous savez ce que c'est. Tu pars ensuite aux States, tu reviens chez Danone, mais on va en parler plus tard. Qu'est-ce que tu retiens de Danone produits laitiers ? Si tu as aimé cette entreprise... Ah, j'ai adoré. Qu'est-ce que tu retiens de cette toute première période Danone, qui est finalement ton premier vrai job après une très très belle école de commerce, qui est l'EDEC, qui est à Lille et à Nice, et que j'aurais adoré faire. Alors oui, l'EDEC est une super école et moi j'ai adoré mon temps à l'école, mais ce sera peut-être l'occasion d'un autre podcast. En tout cas, je pense que l'EDEC prépare à l'époque, et j'imagine que c'est encore comme ça, prépare excessivement bien parce qu'il y a beaucoup de choses pratiques. Il y a une vie en association qui est extrêmement forte, et quand on dit vie en association, c'est pas que des soirées, mais c'est moi j'étais au BDE, donc apprendre à démarcher, apprendre à gérer un budget, apprendre à parler devant les gens, etc. Donc c'était extrêmement formateur. Pour passer à Danone, oui, j'ai adoré cette expérience pour plusieurs raisons d'ailleurs. Donc là, tu me fais revenir en 99, hein, c'était pas hier. Vraiment une boîte extrêmement exigeante et bienveillante. Donc je vais pas te mentir qu'on faisait de gros horaires, mais tout ça dans le sourire et avec des conditions extrêmement confortables. Je parle pas que du salaire, hein, je parle à cette époque-là, moi j'étais stagiaire, après jeune, on appelle ça assistante chef de produit. C'est vrai qu'on était invités souvent à déjeuner par nos chefs, etc. C'était vraiment un contexte assez particulier, une énorme culture d'entreprise très très forte. Et là, l'entrepreneuriat avec les Ribou, père et fils, Antoine Ribou et Franck Ribou. Antoine Ribou, le monsieur qui crée BSN. Bon, vous irez regarder, mais moi, dès que j'entends Ribou et Danone, je pense tout de suite à ça, parce que c'était quand on était en école de commerce, toi et moi, c'était déjà des business cases qui étaient sensationnels. Ah oui, c'est assez dingue. À la fois, tu vois des grandes marques qui sont centenaires et plus vraiment beaucoup d'innovation produits. Et puis, vraiment, c'est une boîte. Alors, je sais pas aujourd'hui, tu vois comment c'est, mais en tout cas, à l'époque, les gens respiraient, mangeaient, dormaient Danone. Donc, moi, tu vois, quand j'allais chez les gens, j'ouvrais le frigo, je vérifiais ce qu'ils achetaient. Et moi, en 3 ans, puis après, quand je suis retournée chez Lu, je n'ai jamais acheté un concurrent Danone. Et encore aujourd'hui, je dois te dire, après tant d'années, pour mes enfants, j'ai du mal à acheter autre chose que Danone. Donc, tu vois, ça te montre un peu le jusque-boutisme de cette culture.
Et puis, c'est extrêmement formateur. Merci d'avoir expliqué ce qu'était un compte de résultats. C'est vrai que quand moi j'avais tout juste 20 ans, 21 ans, que tu te retrouves à faire des prévisions de vente à la tonne, tu vas en usine, hein, tu expliques aux ouvriers qui travaillent sur chaîne, sur ligne, tu leur expliques pourquoi tu t'es trompé dans tes prévisions de vote, de vente, pardon, vote c'est par rapport au contexte, excusez-moi, mais tu dois expliquer pourquoi tu pensais faire beaucoup plus de tonnage que tu n'as pas fait, donc ils sont mis en repos forcé. Ou à l'inverse, pourquoi tu t'es trompé dans tes prévisions de vente sous-dimensionnées et du coup les mecs n'ont plus aucune, je dis les mecs, excusez-moi, les ouvriers, parce que c'est principalement des hommes, pourquoi ils ne peuvent plus prendre de RTT parce que tu t'es planté sur les prévisions. Quand tu annonces ça du haut de tes 21 balais, la gamine sortie de l'EDEC, à un monsieur qui a la quarantaine qui pourrait être ton papa ou ton grand frère, comment tu fais là, Isabelle? Tu dis bonjour, excusez-moi? Écoute, alors c'est vrai que pour la petite anecdote, moi souvent quand je venais avec mon stagiaire, on me prenait pour la stagiaire, c'est vrai ça. Non, mais après ça revient à ta question tout à l'heure de crédibilité à la com, au codir. Je crois que c'est aussi une question de personnalité. Et c'est vrai que moi quand j'étais chez Danone, et c'était le cas de tous mes collègues, hein, chez Danone comme chez Lu d'ailleurs, il y avait vraiment... Enfin, nous, on passait notre vie en usine. Il n'y avait pas un mois où on n'allait pas en usine. Donc moi, je dis moi, mais... Tous les chefs de produits savaient dessiner la ligne industrielle de leurs produits. On savait dessiner la palettisation. Donc, il y avait en fait une exigence telle et un lien très fort avec l'usine, avec les développeurs, etc. Donc, tu gagnes en crédibilité quand tu sais expliquer comment tourne ta production, etc., etc. Oui, le fait qu'il y ait une telle expertise et une telle exigence fait que le chef de produit est très crédible. À cette époque-là, le chef de produit, le marketing était la fonction reine de l'entreprise. Oui, et puis pour la jeune diplômée que tu étais, c'est le kiff absolu. Tu commences comme ACP, assistant chef de produit, et puis si tu as de la chance, tu deviens chef de produit, puis senior. Et c'est absolument passionnant. Et justement, tu parlais de culture entrepreneuriale ici au CCF, j'y reviens. Quand tu es chez Danone, vu ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire que tu sais tout, toi la bac plus 5 qui va discuter avec des messieurs ou des dames nettement plus âgés et qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'études, tu sais dessiner la palettisation, tu sais dessiner la chaîne. Là, si c'est pas une culture d'entrepreneur, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah oui, et puis c'est vrai que il y avait déjà beaucoup d'autonomie. Tu vois, moi j'étais donc jeune assistant chef de produit, puis chef de produit, mais on était vraiment rendu indépendant très tôt, très autonome. On faisait des présentations. À l'époque, chez Danone, on a eu un DG, pour ceux qui écoutent, qui sont mes anciens collègues, un DG espagnol. Il appelait n'importe qui, à ses stagiaires, à ses chefs de produit. On avait ce qu'on appelle une daily. Donc tous les jours, on a notre production par rapport aux prévisions de vente. Et donc, ce patron appelait bureau après bureau les gens responsables. Donc moi, je me suis déjà retrouvée jeune assistante chef de produit, non préparée, à monter dans le bureau du DG et expliquer pourquoi ma production était très en retard par rapport à mes prévisions de vente. Donc, c'est très formateur. On passe aux États-Unis. Alors, je pensais que tu étais expat. Je vais te l'avouer, j'étais victime totalement de préjugés. J'ai honte. Donc, tu pars comme ça aux États-Unis, une main devant, une main derrière, si je puis dire. Non, pourquoi partir aux States ? Écoute, c'est ça, en fait. Après 3 ans chez Danone, je te fais rentrer dans ma vie personnelle, mais avec mon ex-mari, nous n'étions pas partis à l'étranger pendant nos études. Et on s'était toujours dit, c'est un peu dommage de ne pas avoir vécu quelques années à l'étranger. Et donc, au bout de 3 ans, on s'est dit, c'est le bon moment. De toute façon, on n'avait pas d'appart, on n'avait pas d'enfants, la vie était assez simple. Et on s'est dit, le premier qui trouve part, et puis l'autre suit. Et donc, c'est lui qui a dégainé le premier, et donc ça ne s'invente pas. Il a passé son entretien le 11 septembre 2001 en France pour une banque. Et il sort d'entretien, il me dit « c'est bon,
démissionne, j'ai le job. Et puis quelques heures après, il me dit, allume la oui, parce que nous n'avions pas Internet à l'époque, il me dit, va vite allumer la télé, il se passe un truc horrible à New York. Donc là, comme beaucoup de monde, on a assisté au deuxième avion qui se crashait dans la deuxième tour. Et donc là, il me dit, bah non, on démissionne pas, hein, du coup, pas tout de suite. Et puis finalement, cette banque l'a rappelé quelques jours après en lui disant, voilà, vu le contexte, on a des Français qui reviennent, voilà, si vous voulez le poste est pour vous. Et donc, nous, on s'est dit, de toute façon, c'est arrivé là-bas, ça peut arriver ici. On y va, quoi. Donc, on est parti quasiment 1er janvier 2002. Donc là, t'imagines la tête de mes parents. Donc, moi, j'ai démissionné de Danone, que j'adorais, où j'avais un super job. Mais je me suis dit, voilà, c'est l'occasion, on n'a pas de contraintes. Et puis, je suis partie en très, très bon terme. Bon, la preuve, j'y suis retournée. Et donc, on m'a dit, écoute, le jour où tu reviens, tu retoques à la porte. Donc, je suis partie comme ça, sans rien. Donc, effectivement, hein, pas de permis de séjour, pas de permis de travail. Et donc, j'ai passé des centaines d'entretiens. Alors, par un peu de pression. Alors, on est rentré vite fait se marier en France. Un peu de pression avec la banque. J'ai obtenu un permis de séjour et après un permis de travail. Et là, évidemment, personne ne m'attendait. Hein. Personne n'attendait. Moi, mon niveau d'anglais était déplorable parce que j'avais fait allemand première langue. C'était le boycott des produits français, le discours de Villepin, etc. Donc, même à New York, franchement, c'était pas tous les jours tout rose. J'ai réfléchi comme une Française. Et je me suis dit, attends, je suis bac+5, c'est pas pour faire un boulot de vendeuse. Et donc, j'ai cherché plutôt dans les boîtes, j'ai cherché à faire du marketing, etc. Et évidemment, personne ne connaît les decks, personne ne connaît le système des prépas et des écoles, etc. Enfin, en tout cas, à l'époque. Et complètement et donc nous, les fins de mois étaient parfois un peu difficiles. Donc au bout d'un moment, j'ai dit écoute, je vais prendre un boulot un peu alimentaire, je vais faire vendeuse. Et donc j'ai trouvé chez Bonpoint. Et meilleure décision puisque chez Bonpoint, j'étais store manager avec 2 vendeuses. Et en fait, c'était une très bonne décision parce que déjà, ça m'a fait une expérience de management. Ça a évidemment enrichi mon vocabulaire. Et puis, surtout, j'avais tout le temps un CV dans mon sac. Et Bonpoint, c'est une marque de vêtements pour enfants assez premium. Et sans rentrer dans la caricature, mais il y avait beaucoup de femmes d'expatriés. Et donc, à chaque fois que je voyais une Française, et parfois des Français, je donnais mon CV. Et je disais, voilà, je viens de France, je suis arrivée il y a peu de temps, et je cherche un travail en marketing, etc., etc. Et un jour, la DRH de l'Occitane m'a appelée en me disant, écoutez, j'ai reçu votre CV par 3 personnes différentes, donc je pense que c'est un signe et il faut qu'on se rencontre. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé du travail chez l'Occitane. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Là, j'ai un peu tout fait, hein, parce que du coup, j'étais chez l'Occitane, mais dans la partie Olivier & Co, donc avec les huiles d'olive, les crackers, etc. Et là, on était 3, hein, donc j'ai un peu tout fait. J'ai fait des ouvertures de magasins, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente dans les restaurants, parce que c'était la grande époque où on remplaçait le beurre par l'huile d'olive. Donc, j'ai un peu tout fait. J'ai fait beaucoup de merchandising, j'ai fait des prévisions de vente, justement, pour les commandes, etc. C'est très à l'américaine, je trouve. Parce que justement aux États-Unis, moi qui ai vécu en Angleterre, donc ce sont des anglo-saxons, ils sont cousins, finalement tu peux démarrer d'en bas et puis monter très très vite très haut. C'est pas comme chez nous où il vaut mieux avoir fait un bon bac+5 avec une belle école, comme tu l'as fait, et puis voilà, et finalement tu as vu quand tu es arrivé aux États-Unis, ce réflexe très fille sortie d'une école de commerce, attends, 3 années chez Danone, EDEC, je vais pas faire un boulot de merde, pardon l'expression. Et là, au contraire, tu découvres ce que c'est que cette méritocratie US. Qu'est-ce que tu retires de ces 3 années à New York ? Alors, 1, que j'aurais dû être vendeuse bien plus tôt, ça c'est sûr. 2, je retiens cette bienveillance. Alors, c'était un contexte un peu différent, hein. C'était post-11 septembre 2001. Ce que les New-Yorkais disent, hein, c'est que ça a développé une bienveillance globale. C'est-à-dire que le New-Yorkais est devenu plus sympathique et plus accueillant, vu le traumatisme que les gens avaient vécu sur place. Et c'est vrai que j'enlève le boycott des produits français, c'est vrai qu'il y avait le French barré de French fries dans certains restos, mais globalement, on a toujours été, on a été
bien accueillis. Et c'est vrai que les Américains facilitent beaucoup justement les prises de poste et l'accueil, parce que c'est pas grave si tu parles pas bien anglais, c'est pas grave si on comprend pas la moitié de ce que tu dis, c'est pas grave. Donc j'ai toujours beaucoup de compassion pour les Américains qui débarquent à Paris, pour qui la vie est plus difficile que l'inverse. J'allais te dire que c'est tout l'inverse de la culture française. Quasiment là-dessus, du moins. Oui, en fait, c'est une culture assez différente. Tu vois, par exemple, un Américain va jamais te reprendre. Déjà parce qu'ils sont très habitués à avoir plein d'accents différents, sans doute plus que nous. Mais ils vont pas te reprendre parce que d'abord, ils trouvent ça cute et que c'est pas dans leur culture. Par exemple, ils sont atterrés, les Américains, de notre système de dictée. Quand tu leur expliques et ils te disent, mais donc tu fais faire une dictée à des enfants parce que tu sais qu'ils vont faire des fautes. Là, tu vois, quand on t'explique ça te résume assez bien la différence d'éducation entre eux. Et je pense qu'il faut un compromis entre les deux, mais c'est vrai, il y a vraiment un énorme gap entre la culture américaine et la culture française. Nous, tu vois, un étranger qui arrive, on va le reprendre, mais pour son bien, pour lui dire, si tu dis ce mot-là tous les jours, autant que tu apprennes à bien le dire. En fait, eux, ils le conçoivent comme quelque chose qui va te limiter et que tu n'oseras plus dire après, etc. Donc, il faut le comprendre parce que voilà, c'est très différent. Donc, voilà, et je pense que évidemment, ce que ça m'a appris, ça m'a donné une énorme confiance en moi. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai fait 1 an de prépa, j'ai intégré, j'ai pas trop souffert en prépa. J'ai fait mon stage chez Danone, j'ai été embauchée derrière, donc tout était assez simple. Là, je dois dire que trouver du boulot, je ne l'ai dû qu'à moi-même et à ma ténacité. Est-ce que c'est pas finalement ta première vraie claque de la vie quand tu pars aux States? Ah si, parce que ça a vraiment été difficile, hein. Et puis on vivait pas hein, dans un on vivait en sous-location, on passait de sous-location en sous-location, tu vois. Enfin, je veux pas faire Cosette parce que c'était des super années, mais rien à voir avec une expérience d'expatrié. Tu reviens ensuite chez Danone. Je suis désolé de passer là-dessus, c'était plutôt lu. Donc, on est passé du lait au biscuit. Alors, donne-nous les marques, parce qu'il y a du Crackers Belin, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Alors, au bout de 3 ans, effectivement, un poste était ouvert chez Lu. Et donc, c'était l'occasion de rentrer. Donc, j'ai commencé effectivement par les marques apéro comme Crackers Belin. Et donc là, c'était vraiment une super expérience. C'était les 50 ans, j'avais trouvé ça en relisant l'historique de la marque. Donc on a complètement relancé les Crackers Belin, c'était vraiment super intéressant. Et puis ensuite j'ai basculé côté sucré pour travailler sur Mikado notamment et Pépito. Mikado et Pépito que j'adore. Alors je suis moins Cracker Belin, on ne va pas se mentir, mais le Mikado et le Pépito, je suis un bec sucré, a sweet tooth comme on dit là-bas. AXA, alors là, AXA, c'est 12 années, c'est-à-dire que tu sors de l'industrie, tu sors de la vente aux États-Unis, tu y reviens évidemment à l'industrie, on vient d'en parler à l'instant même. Là, tu arrives chez AXA, et j'imagine que ça a dû être un dépaysement total. Alors, tu étais en France, hein, il faut le dire, quand tu reviens chez Danone, tu reviens aussi au pays, tu reviens au bercail. Choc des cultures, parce que AXA Assurance versus Danone et vente aux States, je me suis dit, j'imagine que tu t'es dit, putain, qu'est-ce que je fais là, peut-être, ou c'est fou, cette différence. Écoute, je pensais que j'allais vivre ça. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je me souviens encore dans le RER et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je vais chez AXA? J'avais jamais pensé travailler un jour chez un assureur. Et en fait, j'ai vécu une expérience assez similaire sur tout un tas de sujets que chez Danone. C'est beaucoup d'exigences et il y a beaucoup de bienveillance. C'est vraiment une société qui traite très bien ses collaborateurs et qui d'ailleurs a été assez en avance sur tout un tas de sujets. Si je peux me permettre de t'interrompre, la diversité. Tout à fait. Monsieur Bébéar, alors sachez-le, AXA, c'est partout à travers le monde. C'est une très très grande entreprise d'assurance. Elle est française. Claude Bébéar l'a créée et Claude Bébéar apprécie la diversité pour plein de raisons familiales
Et la charte de la diversité, il n'a fait plus que la soutenir. Donc, CV anonyme, etc. Exactement. Pardonne-moi pour cette parenthèse, mais elle est extrêmement importante. Culture très entrepreneuriale aussi chez AXA. Culture aussi assez entrepreneuriale. En tout cas, il y a des entités dans lesquelles, effectivement, on peut tout à fait se lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce qui m'a fait rejoindre AXA en entretien et avec les rencontres que j'ai eues, c'est notamment... Alors, c'est quasiment une des seules boîtes en France qui a valorisé mon expérience à l'étranger. Ah. Et 2, ils ont en tout cas c'était ce qu'ils m'avaient promis et c'est ce qu'il s'est passé, une forte stratégie de la mobilité. Et donc c'est vrai que moi c'était ce que je cherchais, je suis arrivée en marketing parce que j'avais une expertise de marketing, mais ensuite j'ai fait plein de choses assez différentes. Et puis j'ai changé d'entité. Donc c'est vrai que ça rend l'expérience extrêmement enrichissante et c'est pour ça que beaucoup de gens ont une forte fidélité aussi à AXA, c'est que dans une vie d'AXA, on peut avoir plein de vies à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en gardes d'AXA? Alors tu viens nous dire plein de choses, mais tu as été au marketing, tu as été directrice de la marque, tu as ensuite travaillé dans tout ce qui est B2B chez AXA XL, je ne sais pas comment on dit, si on le prononce à la française ou à l'américaine. Tu as été chief of staff, c'est-à-dire une sorte de directrice de cabinet où, allez, on va dire les choses clairement, peut-être un bras droit. C'est absolument incroyable, tu viens de le dire, on peut faire plusieurs vies, plusieurs carrières au sein de cette très belle entreprise. Et je le dis encore une fois, Danone, AXA, c'est du français, mais c'est aussi de l'international. Donc, cocorico, sincèrement. Qu'est-ce que tu retiens de ces 12 années chez AXA ? Écoute, c'était 12 années extrêmement riches, avec donc des fonctions assez différentes, une forte confiance qui m'avait été donnée. En étant chez AXA, j'avais déjà 2 enfants. J'ai eu 2 enfants. J'ai été promue, tu vois, à chaque retour de congé maternité. Donc, j'en retiens quasiment que du positif, tu vois. Et il y a aussi l'intérêt du métier parce que l'assurance est extrêmement intéressant et c'est au cœur de la vie des gens. Voilà, l'expertise, la bienveillance. J'ai aussi eu la chance d'avoir des managers vraiment extrêmement bienveillants et qui ont été assez décisifs pour ma carrière. Et puis ce côté international, c'est vrai, qui me permettait aussi de retrouver, tu vois, un peu ce que j'avais connu aux États-Unis. Alors surtout, pas tellement évidemment chez AXA, mais de baigner dans l'international, et ce qui est toujours très riche en termes de culture, en termes d'apprentissage. Je crois que, je le redis, encore une fois, ça fait un peu mec cocorico, mais écoutez, on a la chance d'avoir de très très belles entreprises qui cartonnent à l'international. AXA en fait partie, Danone en fait partie, il y en a bien d'autres, il y a Savencia, il y a Lactalis aussi, je reste dans le lait, oui c'est normal, je pense à un de mes clients, mais trêve de plaisanterie, soyez fiers de travailler pour ces entreprises-là. À vous de voir si vous y faites toute votre carrière. Toi Isabelle, tu ne t'attendais pas à travailler dans les assurances, et au final tu y restes 12 ans. Exactement. Donc vous voyez, il faut... Et sans m'embêter un seul jour. Eh bien voilà, donc ça, comprenez-le. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas que le luxe, il n'y a pas que le sport dans les métiers de la com et du marketing. Il y a aussi des secteurs qui, de prime abord, ne font pas nécessairement rêver. L'industrie ne fait pas rêver, et Dieu sait si... Pourtant, si nous en avons besoin, les assurances ne font pas rêver de prime abord. J'en suis sincèrement désolé. J'ai travaillé avec la FFSA, aujourd'hui France Assureur, donc je sais à quel point l'attractivité du métier est parfois difficile. Mais regardez, il y a des superbes boîtes comme AXA, on pourrait en citer d'autres, mais on n'est pas là pour ça. Mes 2 dernières questions, Isabelle, et je te remercie encore une fois pour le temps que tu m'as accordé, parce que nous sommes en fin de journée, sachez-le, et Isabelle a une patate d'enfer, bien plus que moi. Quel conseil tu donnes à un jeune ou un moins jeune qui veut travailler dans les métiers de la communication, Isabelle? Écoute, je dirais que il faut être ouvert aux opportunités et justement ne pas trop avoir d'idées préconçues. Évidemment, on peut avoir un secteur un peu privilégié, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est aussi les rencontres qu'on a, les feelings qu'on peut avoir en entretien, par exemple, d'embauche. Je crois que c'est très important et surtout quand on commence, je dirais voilà, rester assez ouvert et vraiment s'intéresser à la culture, à la mission et à la personne qui sera son boss. Ça, ce serait mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est d'être curieux et de le rester.
vraiment au fil des années, de regarder, déjà curieux sur les produits en fonction de l'entreprise où tu travailles, mais aussi curieux de ce qui se fait chez les concurrents, de ce qui se fait dans d'autres secteurs. Très souvent, on se limite à son secteur. Or, il y a plein de choses, surtout en com, il y a plein de choses à aller chercher dans d'autres secteurs. Et 3, je dirais, tisser son réseau. Parce que c'est très important. Et justement, je trouve que ça, c'est un sujet sur la com, c'est qu'on est rarement en concurrence. C'est-à-dire que moi, sur de la com interne, sur les leviers, sur la manière d'engager, etc., je peux très bien discuter avec BNP. Ça ne pose aucun problème. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, sur le marketing, etc. Et donc, il faut se saisir de cette chance-là. Et parfois, tout n'est pas à inventer. On ne cherche pas la nouveauté pour la nouveauté, mais il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer. Et voilà, il y a vraiment beaucoup d'échanges de bonnes pratiques à faire entre personnes de la com. Dernière question, et pas des moindres. Oula, je crains le pire. Eh oui, attention, roulement de tambour. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, avec cette si belle carrière? En France, à l'international, aux États-Unis, marketing, com, chief of staff, bref, tu as toujours eu finalement des postes à responsabilité, et ce depuis ton plus jeune âge. Tu parlais de la ligne de production chez Danone, où tu disais à Jean-Étienne, oh là, attention, je suis un peu en retard, ou tu vas pas pouvoir prendre tes RTT. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier après ces 25 années d'expérience? C'est une question difficile, mais je crois que je choisirais le fait qu'il n'y a aucune monotonie. Tu changes de sujet potentiellement tous les jours. Le matin, tu arrives, tu avais prévu de faire ça, mais en fait, tu fais pas ça parce qu'il y a un autre truc à gérer. Et voilà, le fait d'avoir des sujets extrêmement variés, je crois que c'est ça qui m'anime au quotidien. Alors, est-ce que ça va avec l'énergie qui est un de mes traits de caractère? C'est possible. Parfois, les gens disent que je suis un peu hyperactive, mais c'est vraiment... Je ne les crois pas du tout. Mais voilà, le fait qu'il n'y ait pas de monotonie, une diversité des sujets, et puis une certaine inconnue dans l'agenda. C'est vrai que souvent on dit mais c'est quoi ton plan strat? Alors on peut, j'écris toujours un plan strat, mais le plan strat évolue beaucoup au fur et à mesure des actualités, etc. Donc je pense que s'il y a une fonction où on peut pas écrire de plan strat à 5 ans, c'est bien la com, parce qu'il y a plein d'imprévus et c'est ça que j'aime. Eh bien, merci à toi Isabelle pour le temps que tu m'as accordé. Chères auditrices, chers auditeurs, je le dis souvent, vous avez entendu une épée. Eh bien oui, vous avez entendu une épée formidable. Alors, une jeune femme qui a une patate d'enfer, qui est très énergique. Mais vous avez entendu quelque part, je crois que tu es la deuxième personne. Dans le décodeur, il y a plus de 200 épisodes en ligne. Tu es la deuxième DIRCOM, qui a autant ce caractère entrepreneurial. Et bizarrement, la première, c'était Pierre Auberger du groupe Bouygues. Et quelque part, quand on est dans une culture entrepreneuriale, quand on est DIRCOM, donc quand on a des vraies et belles responsabilités, on se doit d'épouser cette culture-là. Toi, tu l'as finalement depuis le début, puisque tu es rentré chez Danone, boîte à culture fortement entrepreneuriale, AXA, etc. Au CCF, c'est exactement la même chose. Finalement, les chiens ne font jamais des chats. Je ne pense pas que tu sois faite pour travailler dans une administration un jour. Mais en tout cas, Isabelle, c'était absolument passionnant. Tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la com. Sincèrement, c'était génial. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, chers auditrices, chers auditeurs, je l'ai dit, une épée. Donc, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Vous vous abonnez évidemment au décodeur de la com. Le meilleur podcast autour de la communication de France et de Navarre. Un salut à nos amis africains. Alors oui, sache-le Isabelle, le décodeur de la com cartonne en Afrique, au Bénin, au Mali, au Sénégal, même au Burkina Faso, et même en Sierra Leone. Eh bien, tu sais quoi? J'en suis extrêmement fier. Mais tu peux. Eh bien, merci à toi. Donc, j'attends évidemment le reste du monde. Et Isabelle, encore une fois, tu reviens. C'était absolument passionnant. Merci beaucoup. Ciao, ciao.